Saluton, c'est comme ça qu'on dit bonjour en espéranto. Nous allons voir aujourd'hui quelques éléments grammaticaux de la langue internationale. On sait que l'espéranto est une langue au moins 10 fois plus facile à acquérir que n'importe laquelle des langues nationales. Encore faut-il savoir à quoi tient cette facilité. Elle tient à l'extrême régularité avec laquelle les mots espéranto dérivent les uns des autres. Apprendre un mot en espéranto, c'est en avoir 10 ou parfois 20 à sa disposition. En français, un comportement de père, par exemple, est un comportement paternel. Paternel dérive de père. Mais un comportement d'oncle, quel est l'adjectif correspondant? Eh bien, il existe, l'adjectif c'est avonculaire. Mais il est tellement peu employé et tellement bizarre que presque personne ne le connaît. En français, comme dans les autres langues d'Europe, les mots ne dérivent pas les uns des autres de façon automatique. En espéranto, cette dérivation est toujours automatique. On peut faire la comparaison suivante. Les mots espéranto portent un uniforme. On reconnaît la fonction, par exemple, d'un gendarme ou d'un contrôleur des trains ou d'un postier à son uniforme. En espéranto, on reconnaît également la qualité d'un mot à son uniforme. Et son uniforme, c'est sa finale. Les finales permettent de reconnaître le rôle que les mots ont dans la phrase. Voici les 4 principales finales de l'espéranto que je cite avec le radical fin. Avec un O, on a un nom, la fino, c'est la fin, la terminaison. Avec un A, c'est un adjectif, fina, c'est l'adjectif final. Avec un E, c'est un adverbe, fine, finalement ou enfin. Avec un I, c'est un verbe, à l'infinitif, fini, finir, terminer. À titre de comparaison, une phrase française bien connue, c'est « les poules du couvent couvent ». Par écrit, on n'a absolument aucun moyen de faire la différence entre le premier « couvent » et le deuxième « couve » qui s'écrivent exactement pareil et qui ne peuvent se reconnaître que par le contexte. En français, le passage d'un nom à l'adjectif correspondant est toujours anarchique. Par exemple, l'attitude d'une mère est une attitude maternelle. L'amour d'un fils est un amour filial. Un lieu caractérisé par l'ombre est un lieu ombragé. Quand on connaît le premier de ces mots, on ne connaît pas pour autant le second. Tous sont à apprendre comme des mots à part, ce qui surcharge la mémoire. On ne dérive pas, par exemple, directement oculaire de œil. La raison en est que oculaire ne vient pas directement de œil, mais du latin oculus, ocularius. Parfois, le mot français est totalement différent du mot d'origine. Un milieu qui se caractérise par la ville est un milieu urbain. Mais urbain ne dérive pas de ville, ça dérive du latin urbanus. Parfois, c'est carrément impossible. Par exemple, la littérature de la Renaissance en français. On ne peut pas dire que c'est la littérature renaissancienne, renaissanciale. Le mot n'existe pas. On n'a pas d'adjectif. En espéranto, il suffit de savoir une fois pour toutes qu'une racine qui a la finale O est un nom, la même racine qui a la finale A est un adjectif. De urbo, la ville, on tire urba, urbain. De renaissanzo, la Renaissance, on tire renaissanza, qui n'existe pas en français. Cette liberté totale permet de former une quantité d'adjectifs qui n'existent pas en français, comme prena, qui est relatif à la compréhension, qui est de l'ordre de la compréhension. Pensa, qui est relatif à la pensée. Kissa, qui se rapporte au baiser, qui est relatif au baiser. Ficha, qui se rapporte au poisson, etc. En français, le passage d'un nom à un verbe est souvent possible, mais de façon assez irrégulière. Pour brosse, on dit brosser, mais pour tambour, on dit tambouriner. Agir en prophète, c'est prophétiser. En espéranto, c'est beaucoup plus simple. On remplace la finale O d'un nom par la finale I d'un verbe. Pour brosse, brosso, on a brossi. Pour tamburo, un tambour, on a tambouri. Pour propheto, on a propheti. Père, le père se dit patro, donc patri, c'est être le père de. Li patras tri infanoin, il est le père de 3 enfants. Pour passer d'un adjectif à un verbe,
En français, c'est souvent possible, mais là aussi, chaque dérivation est un cas d'espèce. Pour l'idée de être suffisant, on peut dire aussi suffire. Mais pour être rapide, on ne peut pas dire rapider. Il faut dire se dépêcher, se hâter. Et ce sont des mots différents. Et parfois, c'est simplement impossible. À partir de vert et de rouge, le français peut faire verdoyer, rougeoyer. Mais à partir de bleu et de jaune, le français n'a pas de verbe. En espéranto, il est évident que si on remplace la finale A de n'importe quel adjectif par la finale I du verbe correspondant à l'infinitif, on obtient un verbe. À partir de sufficia, suffisant, on a suffici, être suffisant. À partir de flava, jaune, blua, bleu, on obtient tout naturellement flavi, jaunoyer, bloui, bleuoyer, mais les verbes n'existent pas en français. En espéranto, la herbo verdas, l'herbe verdoie, la arboi flavas, la cielo bluas. Maintenant, pour passer d'un adjectif à un adverbe. En français, c'est souvent possible, mais d'une façon plus ou moins anarchique là aussi. De l'adjectif clair, on tire l'adverbe clairement. De intelligent, on tire intelligemment. Si une action a lieu pendant la nuit, on peut dire qu'elle se fait nuitamment. Mais si elle se fait pendant la journée, on ne peut pas dire qu'elle se fait journellement. Le mot existe, mais il n'a pas le même sens. En espéranto, une racine quelconque qui a la finale « et » est un adverbe. De clara, clair, on tire claré, clairement. De bona, bon, on tire bonnet, bien. De bella, beau, on tire belle, qui n'existe pas en français, bellement. Et le mot ne se dit pas. J'ai entendu un jour quelqu'un féliciter un instrumentiste en lui disant « Vi musicas belle ». En mot à mot, vous musiquez bellement. Ce qui est beaucoup plus précis, plus clair, plus évocateur que vous jouez bien de votre instrument. La grande intelligence de Zamenhof, l'initiateur de l'espéranto, c'est d'avoir compris la richesse extraordinaire que peuvent procurer dans une langue les préfixes et les suffixes. Un jour, il remarque une enseigne russe qui porte le mot « konditierskaya », confiserie, et tout près de là, une pancarte « Schweizarskaya », loge de concierge. Ça a été l'illumination. Il a compris que dans les deux cas, le suffixe « skaya » désigne un lieu. Pour que le vocabulaire d'une langue soit facile à acquérir, il suffit donc de généraliser ce principe en l'appliquant à la totalité de la langue. En français, par contre, un homme qui chante est un chanteur. Un homme qui soigne les dents est un dentiste. Un homme qui fait de la musique est un musicien. Un homme qui s'occupe du jardin est un jardinier. On a 4 suffixes différents. En français, on ne pense jamais d'une façon automatique à un mot qui lui est apparenté. En espéranto, ce passage est toujours automatique. En espéranto, pour passer, par exemple, du nom d'un être mâle au nom de l'être femelle correspondant, on emploie toujours le suffixe ino, c'est toujours le même. Delfeno est un dauphin, delfenino, c'est un dauphin femelle. Chevalino, c'est une jument. Porcino, c'est une truie. La girafino est une girafe femelle. En français, le mot n'existe pas. Pour passer du nom d'un animal au nom de ses descendants, l'espéranto utilise le suffixe ido. Delfeno, un dauphin. Delfenido, un petit de dauphin. Chevalido, un poulain. Porcido, un porcelet. La girafido, c'est un girafon. Pour passer du nom d'un objet au nom de la profession correspondante, en espéranto, le suffixe est toujours le suffixe isto. À partir de serruro, une serrure, on a serruristo, un serrurier. Dentisto, un dentiste. Plugisto, un laboureur. À partir de gardi, garder, on a gardisto, un gardien. Pour désigner quelqu'un qui fait des toits, en espéranto, on ne dit pas un couvreur. À partir de tegmento, un toit, on dit tegmentisto, la profession qui se rapporte au toit. Le français a une quantité de façons différentes de passer d'un adjectif exprimant une qualité au nom de cette qualité. Par exemple, la qualité d'être bon, c'est la bonté.
Être riche, c'est la richesse. Être grand, c'est la grandeur. Être avare, c'est l'avarice. Être seul, c'est la solitude. On a 5 suffixes différents alors qu'il est question du même type de dérivation. En espéranto, on a un seul suffixe, c'est toujours le même. À partir de bona, bon, on a bonezzo, la bonté. Riccia, ricchezzo, la richesse. Granda, grandezzo. Avara, avarezzo. Sola, solezzo. Bien pire, il arrive souvent qu'en français, tout simplement, l'adjectif n'existe pas. La qualité d'être clair, une pièce claire par exemple, on l'aime pour sa clarté. Mais une pièce sombre, on ne peut pas parler de sa sombreté, ni de sa sombreur, ni de sa sombritude. Le mot n'existe pas. En espéranto, si on aime une pièce pour sa clarté, la helezzo, à partir de hella, clair, on peut dire qu'on ne l'aime pas à cause de sa sombreté, sa malhelezzo, le fait d'être sombre. En français, pour passer d'un mot à son contraire, il existe un système extrêmement pratique. C'est dommage que son emploi soit aussi limité. C'est le préfixe mal. L'inverse de adroit, c'est maladroit. L'inverse de heureux, malheureux. Honnête, malhonnête. Sain, malsain. En espéranto, c'est exactement le même préfixe. Simplement en espéranto, il est généralisé à la totalité de la langue. Adroit se dit lerta, maladroit, mal lerta. Heureux, felicia, malheureux, mal felicia. Honnête, honesta, malhonnête, mal honesta. Sana, malsana, malsain. Rapide, vite, rapidement. Mal rapide, lentement. Et on ne voit pas pourquoi le mot malhonesta, par exemple, serait plus artificiel que le français malhonnête, qui est l'inverse de honnête. Alors on voit que les suffixes espéranto, il y en a une trentaine, ils ont tous un sens précis, unique, constant, toujours le même. Et ce choix de suffixes et de préfixes facilite énormément la langue, puisque en apprenant environ 500 mots espéranto, il n'est pas exagéré de dire qu'on en a 5000 à sa disposition. Une chose que tout le monde ne sait pas, c'est que l'écrivain Jules Verne connaissait l'espéranto et qu'il fut même président du club espérantiste de sa ville, Amiens. Or, c'est à lui que nous devons la meilleure définition de ce qu'est le lexique en espéranto. Les mots espéranto, a-t-il dit, ont été élus au suffrage universel. On ne peut pas dire mieux. Mais qu'entendait-il par là avec précision? On sait que les mots espéranto dérivent les uns des autres avec une régularité parfaite. Quand on a appris le mot varma, chaud, on a à sa disposition automatiquement les mots signifiant chaleur, chauffer, réchaud, froid, refroidir, tiède, tièdeur, etc. C'est pour ça que nous avons dit que connaître un mot en espéranto, c'est en avoir au moins 10 à sa disposition. Mais encore faut-il connaître le mot de départ. Le docteur Zamenhof, initiateur de l'espéranto, connaissait une dizaine de langues. Il avait donc pour chaque notion un assez large choix. Il a puisé dans telle langue plutôt que dans telle autre en fonction de différents critères. Dans certains cas, on a l'impression que le choix d'une racine plutôt qu'une autre est totalement arbitraire. Par exemple, pourquoi chaud se dit-il varma, qui évoque l'allemand varm, plutôt que par exemple calda, qui évoquerait l'italien caldo? Apparemment, il n'y a pas de raison objective à cela. L'espéranto fonctionnerait d'une façon tout aussi satisfaisante si chaud se disait calda. Simplement, ce n'est pas le cas. Dans d'autres cas, le choix a certainement été dicté par la phonétique. L'espéranto n'emploie que 5 voyelles, 5 sons vocaliques, A, E, I, O, U, qui existent dans toutes les langues sur Terre. Donc, le choix ne pouvait comporter que l'une de ces voyelles et non pas certains sons que bien des gens sur Terre auraient eu du mal à prononcer. En espéranto, le principe de base pour le choix du vocabulaire, c'est l'internationalité. C'est ce que voulait dire Jules Verne lorsqu'il disait que les mots espéranto sont élus au suffrage universel. Ils sont internationaux dans leur essence même. Dans sa première brochure, Zamenhof cite un certain nombre de mots russes. Locomotive, télégraphe, publica, botanica, rhapsodia, doctor, théâtre. Mais on a l'impression que ce sont des mots français. En fait, ils sont russes, mais ils sont compréhensibles dans le monde entier parce qu'ils sont internationaux. Donc on les retrouve un peu partout. Par exemple, en turc,
botanique, ça se dit botanique. En hébreu, théâtre se dit théatron. En arabe, télévision se dit télévision. En hindi, locomotive se dit locomotive. En japonais, rhapsodie se dit rhapsodia. En chinois, un moteur se dit motuo. Et même en espéranto, par conséquent, on trouve botanico, teatro, televisio, locomotivo, etc. Or, le vocabulaire des langues de l'Europe de l'Ouest contient un immense fond latin, puisque même en anglais, le compte a été fait, il y a 75% des mots qui sont d'origine française, donc latine. C'est ce qui fait tout simplement que les mots d'origine latine ont un coefficient d'internationalité extrêmement fort, c'est pourquoi on les retrouve en espéranto. Le lexique de l'espéranto est européen, mais la structure de la langue ne l'est pas. L'espéranto est une langue agglutinante. Il y a toujours assemblage d'éléments invariables, jamais modification. Par exemple, dormir se dit dormi. Le sommeil, c'est dormo. L'endroit où l'on dort, c'est dormeio ou dormocambro. La forme de base, dorme, n'est jamais modifiée. Et aucune langue européenne ne fonctionne selon ce principe. La structure de l'espéranto n'est pas européenne. Et c'est ce qui fait, au fond, que ces adeptes les plus enthousiastes se situent dans les pays qui se situent en dehors de la zone linguistique indo-européenne. Hongrie, Chine, Vietnam, Japon. C'est aussi ce qui fait qu'on éprouve, quand on s'exprime en espéranto, une sensation d'aisance créatrice. C'est une ligne directe entre l'idée et le mot. Cette sensation ne se retrouve nulle part ailleurs. Et, comme on dit en espéranto, Gis revido. Au revoir.